De multiples facteurs peuvent influencer l'expression génétique. Alors, un petit rappel, c'est quoi l'expression génétique? Eh bien, un gène, ses allèles, vont pouvoir s'exprimer de la manière suivante. D'abord, au cours d'un mécanisme que l'on appelle la transcription, il y aura formation d'un précurseur, donc pré-ARN messager, qui sera le messager en quelque sorte du gène. Et ce précurseur va subir une maturation au cours d'un certain phénomène, au cours de phénomène que l'on appelle l'épissage. L'épissage qui va consister à réunir certains exons et éliminer certains introns, voire les introns. Et ensuite, une fois que l'on a obtenu ces ARN messagers qui sont issus eux-mêmes d'un précurseur, eh bien, on obtiendra par traduction, donc c'est un mécanisme un peu spécial, que l'on appelle la traduction, c'est-à-dire la transformation, pas la transformation, mais enfin la correspondance entre l'ARN messager et une protéine. La protéine est un enchaînement d'acides aminés, tandis que ce qui est gène, donc le gène ADN et ARN messager, sont des enchaînements de nucléotines. Autrement dit, un certain enchaînement de nucléotines va correspondre un enchaînement d'acides aminés. Donc il y a un système de correspondance que l'on appelle, donc on passe d'un système à un autre grâce au code génétique. D'un système à un autre, c'est-à-dire d'une séquence de nucléotides et une séquence d'acides aminés. C'est ça le système en fait, quand on passe d'un système à un autre. Autrement dit, une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés qui va avoir une fonction bien précise au sein d'une cellule bien précise, cellule plus ou moins spécialisée. Alors, bien sûr, ça c'est le mécanisme traditionnel. On passe d'un gène à un ARN messager, puis de l'ARN messager on passe à la protéine. Bon, système classique. Maintenant, ce système classique, cette expression de l'information génétique, va subir l'influence de certains facteurs. Alors des facteurs internes dont nous avons parlé dans un autre cours, mais également des facteurs externes. Alors c'est ce que nous allons plutôt traiter aujourd'hui, alors de manière très simple. Le développement d'un organisme est sous la dépendance de facteurs internes, donc qui vont réguler l'expression de ces gènes. Les facteurs internes régulent l'expression des gènes. Tout au long de la vie de la cellule, de l'organisme, d'autres facteurs, alors internes ou externes, sont susceptibles de modifier l'expression du génome. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un gène, non seulement il va s'exprimer, mais aussi il va s'exprimer dans des conditions précises, mais également il va subir l'influence d'autres molécules, en fait d'autres facteurs, qui vont faire en sorte que ce gène va pouvoir quelquefois s'exprimer, quelquefois ne pas avoir besoin de s'exprimer. Autrement dit, selon les besoins d'un organisme, les gènes s'expriment ou non. Alors, vous avez des gènes qui s'expriment tout le temps et d'autres qui ne s'expriment qu'au besoin. Alors, on peut se poser la question, le problème suivant, l'expression génétique peut-elle être influencée par des conditions environnementales? Alors, quand on dit influence de gènes par des facteurs externes, on est bien dans les conditions de l'environnement. Alors, commençons par parler de l'expression génétique des cellules. Essayons d'analyser ce qui va se passer en parlant de puces à ADN. Alors les puces à ADN, donc ce sont des outils d'identification du transcriptome. Alors une puce à ADN, donc ce sera un support sur lequel des séquences d'ADN simples brins de plusieurs gènes sont déposées. Et elle permet de repérer les types cellulaires dans lesquels s'expriment ces gènes. Alors, l'ADN, donc la puce à ADN plutôt, est un outil d'identification de ce que l'on appelle le transcriptome. Alors, transcriptome, c'est ce qui va provenir de la transcription. Alors, ce sera le transcriptome, ça désigne la diversité et la quantité des différents ARN messagers qui vont être produits par une cellule ou bien un tissu, évidemment un organisme, un organe, un tissu, à un moment donné de sa vie. Donc l'expression ne se fait pas toujours, l'expression peut se faire au besoin. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné,
il y a ce que l'on appelle un transcriptome à un moment précis de la vie de la cellule. Alors, cette puce à ADN va permettre d'étudier l'expression d'une cellule à un moment donné, donc, et placée dans des conditions particulières, évidemment. Lorsque l'on étudie certains gènes ou certains transcriptomes en laboratoire. Alors on cherche, alors si possible, le faire in situ, c'est-à-dire directement dans les cellules. Ce serait l'idéal, évidemment. Mais bon, les choses ne sont pas si simples. Donc on va chercher à déterminer quels ARN messagers vont être présents dans la cellule et en quelle quantité à un moment précis de sa vie. Donc elle est de la taille, donc elle est très petite, taille de 1 cm sur 2 à peu près, bon, ou 2 sur 2, ça dépend. Donc une puce à ADN, c'est une espèce de lame qui va comporter un dépôt d'ADN à un seul brin qui vont provenir de gènes connus dont on veut savoir s'ils sont exprimés ou non dans les cellules à un moment précis de la vie de la cellule. Alors on a des échantillons à analyser que l'on va comparer avec des échantillons témoins en fait, et l'échantillon analysé va contenir des ARN messagers qui vont être présents dans la cellule à un moment donné de sa vie. Et ces ARN messagers vont être préalablement traités et colorés. Alors en fait, ce n'est pas vraiment les ARN messagers, mais c'est indirectement les ADN. Alors en fait, un ADN, un gène, par transcription, va donner un ARN messager. Mais là, ce que l'on fait, c'est qu'on veut étudier le transcriptome. Donc ce que l'on va faire, en fait, méthode très subtile, grâce à une transcriptase reverse, on va passer de l'ARN messager à un brin d'ADN. Bon. Ainsi, on aura notre brin d'ADN, notre séquence ADN qui va pouvoir être analysée. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on a des ARN messagers qui sont transformés en brins d'ADN, et ces brins vont être traités et colorés, vont être colorés en fait, de manière à ce qu'on puisse les repérer lorsqu'il y aura ce que l'on appelle l'hybridation sur la puce à ADN. Alors l'appariement avec certaines séquences de l'ADN de la puce révèle quels gènes ont été exprimés. Autrement dit, sur la puce à ADN, on met un brin, un seul brin en fait, d'ADN, et on fait agir sur ces brins d'ADN des brins qui sont issus de la transcription inverse en fait, des ARN messagers. On obtient donc des brins d'ADN qui pourront pour certains être complémentaires avec les brins d'ADN que nous avons mis sur les puces à ADN, dont on connaît les séquences, dont on connaît les gènes. Voilà, donc autrement dit, les gènes dont on veut mesurer l'expression sont déposés et fixés dans des puits de la lame, dans un premier temps, et habituellement, un fluorochrome rouge est fixé aux ADN, donc au brin d'ADN qui provient de la transcription reverse, et donc ce sont les cellules dont on étudie l'expression, enfin ces brins proviennent des cellules dont on étudie l'expression, et puis on va mettre, donc on a mis un fluorochrome rouge dans les ADN, dans les brins que l'on cherche à déterminer et que l'on ne connaît pas, et on met un fluorochrome vert au niveau des brins issus des ARN dont on connaît la séquence et qui correspondent à des cellules témoins en fait. Autrement dit, on veut faire des recherches sur une cellule X, des recherches sur une cellule X, on prend un témoin. Dans les deux cas, on prend le transcriptome. On fait en sorte que, à partir des ARN messagers, on obtienne des copies, donc on obtienne par transcription reverse donc des séquences d'ADN, donc pour la cellule X, donc inconnue, et pour la cellule témoin, connue évidemment. On met un colorant vert, on met un colorant rouge pour la séquence, pour la cellule dont on veut étudier en fait l'ensemble des ARN, donc des gènes qui vont s'exprimer. Donc les ARN verts et rouges vont être placés ensuite simultanément sur la puce à ADN, et ils vont donc être en compétition, pour certains du moins, pour s'hybrider avec l'ARN des dépôts.
Donc il y a ce que l'on appelle une hybridation compétitive. Donc on a bien, donc, sur notre puce à ADN, donc, qui est une lame, une puce à ADN, donc on a des puits, on met des ADN monobrins de différents gènes connus, qui sont fixés par des méthodes spéciales, et puis on met donc des extraits de cellules testées, extraits qui sont sous forme d'ADN simple brun, qui sont issus de la transcription reverse à partir des ARN, et on leur met, si la cellule n'est pas connue, un fluorochrome rouge. Et puis on met le fluorochrome vert sur les extraits de cellules témoins, c'est-à-dire sur les monobrins issus de la transcription reverse. Ainsi, on a ce qui est inconnu et ce qui est connu. On mélange les deux, enfin je répète souvent, donc on mélange les deux, on met ça sur la puce à ADN, et puis les brins complémentaires, les brins qui sont complémentaires 2 à 2, vont pouvoir se fixer. Alors évidemment, là par exemple on a un brin complémentaire qui est fixé sur la puce à ADN qui se fixe par complémentarité avec un ADN simple brun qui possède un fluorochrome vert donc connu, on a donc une hybridation, et en parallèle on peut également avoir le même brin d'ADN complémentaire issu, lui, d'une cellule X attestée, donc on peut avoir le même brin qui se fixe sur le même demi-brin d'ADN qui est déjà sur la lame. C'est pour ça qu'on parle d'hybridation compétitive. Donc autrement dit, soit les ADN issus de la transcription reverse se fixent isolément, donc sans compétition, donc sur des puits spéciaux, soit il y a une compétition et deux ADN peuvent se fixer au même endroit. Bon. Et lors de la lecture de la plaque, la couleur rouge va correspondre aux ARN fixés, alors pas les ARN, mais les brins issus de la transcription reverse, donc fixés provenant des cellules étudiées, tandis que la couleur verte va correspondre aux demi-brins d'ADN correspondant à des cellules témoins. Alors en superposition, une couleur proche du rouge va indiquer que les ARN, autrement dit les ADN qui sont issus de la transcription reverse, donc de la cellule étudiée, se sont davantage fixés à l'ADN, préférentiellement aux ARN des cellules témoins, et cela va signifier dans ce cas que le gène correspondant est surexprimé dans la cellule. Bon, autrement dit, donc on peut avoir dans les puits de la lame, on peut avoir du rouge, donc ça provient de la cellule X étudiée, on peut avoir du vert, ça provient dans ce cas des cellules témoins, et on peut avoir du jaune, donc ça veut dire qu'il y a une superposition, une hybridation qui se fait de manière compétitive pour un ADN précis, pour un demi-brin précis. Donc dans tous les cas, on a bien une hybridation lorsqu'évidemment la correspondance entre les deux demi-brins est possible. Bon, ça peut paraître compliqué, en fait le principe est très simple. Donc voilà, la puce à ADN, ça permet, donc c'est très important, il y a des applications très très importantes dans le domaine médical et scientifique. Donc on peut étudier à partir d'un transcriptome l'expression, enfin quel gène, on peut déduire quel gène en tout cas s'exprime à tel ou tel moment de la vie de la cellule. Bon. Voilà, donc ça veut dire que, alors après vous allez me dire, mais on essaie de parler de facteurs de l'environnement. Bien oui, facteurs de l'environnement, ça veut dire qu'en connaissant le fonctionnement de la puce à ADN, on va pouvoir faire une application. Alors l'application, ce sera par exemple, on va étudier l'influence de divers facteurs sur l'expression génétique dans un organisme modèle pour les chercheurs que l'on appelle l'arabette des dames. Alors Arabidopsis thaliana pour le nom scientifique. Donc c'est une plante qui est très étudiée par les généticiens depuis plusieurs décennies. Le génome de l'arabette a été le premier génome de la plante à être totalement séquencé en
donc dans les années 2000 à peu près. Non. Il comporte 33 323 gènes répartis sur 5 paires de chromosomes. Voilà, donc l'arabette a un organisme modèle pour les chercheurs, donc c'est une petite plante. Regardez sur internet, vous allez voir à quoi elle ressemble. Alors les chercheurs ont analysé l'expression, alors entre autres, bon là on prend un exemple, de 5 gènes qui sont liés au fonctionnement des mitochondries. Alors on rappelle que les mitochondries sont de petites usines énergétiques qui permettent de produire de l'énergie, donc sous forme d'ATP, c'est-à-dire adénosine triphosphate. Donc je répète que les chercheurs ont analysé l'expression de 5 gènes qui sont liés au fonctionnement des mitochondries chez Arabidopsis thaliana, bon, l'arabette des dames. Alors grâce à des puces à ADN, ils ont comparé l'expression de ces gènes et ont testé l'influence de facteurs hormonaux et de différents facteurs externes du stress, par exemple le froid, certaines carences en éléments indispensables, métaux lourds, teneur en CO2, etc. Donc là on voit bien qu'à partir de ces études, on fait agir des facteurs de l'environnement. Le froid, par exemple, est bien un facteur de l'environnement. Bon. Donc je répète que grâce à des puces à ADN, les chercheurs ont comparé l'expression de ces gènes, donc de différents gènes, et ont testé l'influence de facteurs hormonaux et l'influence de différents facteurs externes de stress, le froid, la carence donc les carences, action de métaux lourds, de teneur en CO2, etc. Par exemple, le cadmium, c'est un métal lourd qui est parfois présent dans les sols pollués. Alors vous voyez, là, on a un intérêt. L'intérêt, c'est d'essayer de détecter certains polluants grâce à cette arabette des dames. L'auxine est une hormone végétale. Bon, parenthèse. Alors ensuite, je vais vous expliquer un tableau donc il va présenter le profil d'expression de ces 5 gènes. On va essayer de voir donc le degré d'expression de chaque gène dans les différentes conditions expérimentales. Et la couleur rouge, au niveau de ces expressions, va signifier qu'un gène est surexprimé, donc excessivement exprimé. La couleur verte va montrer que ce gène ne s'exprime pas, et les couleurs ternes vont correspondre à un niveau d'expression plus ou moins important. Autrement dit, on a une expression qui va du faible au fort en passant par des expressions intermédiaires. Expression, ça veut dire expression d'un gène. Lorsque le gène s'exprime, on sait qu'il va s'exprimer en faisant, donc grâce à 2 mécanismes spécifiques que l'on appelle la transcription, puis la traduction, et dans les 2 cas, on obtient une protéine. Alors, donc on a nos 5 gènes, donc vous imaginez un tableau de données avec une entrée, donc une entrée horizontale, des entrées horizontales et des entrées verticales. Alors par exemple, première colonne et deuxième ligne. On a des conditions normales, puis ensuite on aura carence en fer, haute teneur en CO2, le froid, le cadmium, l'auxine et antibiotiques. Et dans les 5 colonnes, donc, la première colonne est réservée à ce que je viens de vous dire, donc les facteurs environnementaux, et les 5 autres colonnes, c'est tout en haut de la colonne, c'est le nom des gènes. Gène par exemple AT1G 14140, donc 14140. Donc je répète, gène AT1G 14140. Deuxième gène, ce sera AT5G 17400, etc. Donc nous, on va simplement dire gène 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Alors, par exemple, dans les conditions normales, alors je vais regarder, en fait, je vais vous expliquer, en fait, pour chaque gène, par exemple, on va dire le gène numéro 1, alors qui correspond à AT1G 14140, on va regarder ce qui se passe pour chaque condition expérimentale, environnementale, en fait, voir si le gène est exprimé de manière très forte, donc surexprimé, ou bien s'il est exprimé de manière intermédiaire, ou alors si l'expression est très faible. Et là, alors, si on arrive à démontrer que la couleur n'est jamais ou n'est pas la même pour différentes conditions environnementales,
alors on aura mis en évidence le fait que l'expression des gènes est variable selon des facteurs externes. C'est-à-dire là, par exemple, les facteurs de l'environnement. Alors, pour que vous compreniez bien, je répète ces facteurs de l'environnement et je vais regarder pour le gène numéro 1 son niveau d'expression en repérant la couleur dans les cases. Alors, conditions normales, carence en fer, haute teneur en CO2, le froid, le cadmium, l'oxyne et l'antibiotique. On y va. Première case, le gène numéro 1 est-il influencé par les conditions normales? Alors, lorsque les conditions sont normales, on voit que la case elle est verte et on dit que dans le vert, l'expression du gène est très faible. Voilà. Donc le gène numéro 1 n'est pratiquement pas exprimé dans les conditions normales. Ensuite, on regarde la carence en fer. Eh bien, quand on regarde la carence en fer, on s'aperçoit que le gène n'est pratiquement pas exprimé. Donc, carence en fer, le gène n'est pas exprimé. Voilà. Bon. Alors, il y a une petite différence entre conditions normales et carence en fer. Le gène est davantage exprimé dans les conditions normales que dans le cas d'une carence en fer. Autrement dit, ça veut dire que s'il n'y a pas assez de fer, ça veut dire que le gène ne va pas s'exprimer. Donc si on raisonne autrement, on peut dire que pour que le gène numéro 1 s'exprime, il ne faut pas qu'il y ait de carence en fer, il faut qu'il y ait du fer. Il aurait besoin du fer. Bon, apparemment. Ensuite, si on regarde haute teneur en CO2, on voit que la case, elle est rouge, donc ça veut dire que lorsqu'il y a beaucoup de CO2, le gène numéro 1 s'exprime beaucoup. Son expression est forte. Très forte. Bon, si on regarde le froid, quand il fait froid, eh bien on s'aperçoit que l'expression est quand même forte, mais un petit peu moins que lorsqu'il y a beaucoup de CO2. Et puis concernant la présence de cadmium, donc la fixation de cadmium et d'oxyne, donc l'oxyne est une hormone végétale, le cadmium c'est un métal lourd qui est parfois présent dans les sols pollués. Alors là, donc si on fixe le cadmium, si on s'arrange pour le cadmium soit fixé sur la rabette des dames, eh bien on s'aperçoit que l'expression du gène numéro 1 est très forte. Donc le cadmium fait en sorte, et l'oxyne également, fait en sorte que l'expression, dans les deux cas, donc, est très forte. Et si on fait agir un antibiotique, eh bien on s'aperçoit que l'expression, elle est ni faible ni forte, elle est intermédiaire. Alors on va pas dire normale, mais on va dire que l'expression se fait de manière, bon allez, on va dire normale, entre guillemets, si on considère que normal c'est entre faible et fort. Bon. Donc ni trop forte ni trop faible en tout cas. Donc là on voit bien que le gène numéro 1 ne s'exprime pas de la même façon, enfin de manière forte ou moins forte, selon les conditions de l'environnement. Son expression est la plus forte lorsqu'il y a beaucoup de CO2, du cadmium et de l'oxyne. Alors maintenant, quel est l'intérêt de connaître la fonction du gène numéro 1? Évidemment, là on ne le sait pas. Mais on voit très bien que dans d'autres applications, si on fait l'application pour des cellules qui ne sont pas connues ou des cellules qui deviennent par exemple cancérigènes, on peut très bien, donc chez l'humain par exemple, chez un animal, eh bien on voit là un début d'application, une application selon les conditions de l'environnement. On pourrait, imaginons qu'un gène soit un gène de cancer. Imaginons que ce gène de cancer s'exprime beaucoup. Eh bien, si l'on voulait que ce gène ne s'exprime pas beaucoup, il faudrait lui trouver des conditions de l'environnement pour que, comme nous l'avons mis en évidence pour le gène numéro 1, eh bien, certaines conditions environnementales font que ce gène ne va pas s'exprimer. Par exemple, la carence en fer. Eh bien, là, le gène numéro 1 ne s'exprime pas, ne s'exprime pratiquement pas. Eh bien, imaginons qu'on remplace ce gène numéro 1 par l'étude dans un gène de cancer. Eh bien, imaginons, on fait une carence en fer, le gène ne s'exprimerait pas. Alors, évidemment, là, on ne dirait pas carence en fer, on dirait que ça peut être une autre substance qu'il faudrait étudier en laboratoire. Ensuite, si on regarde le gène numéro 2, donc il serait AT5G17400, donc gène numéro 2, on va dire,
eh bien, l'expression est très forte dans tous les cas. Quelles que soient les conditions environnementales, le gène s'exprime tout le temps. Voilà. Alors, voilà, tout à l'heure, dans les conditions normales et carences en fer, le gène numéro 1 ne s'exprimait pas, mais là, le gène numéro 2 s'exprime tout le temps. Et il s'exprime de manière d'autant plus fortement qu'il y a une carence en fer, beaucoup de CO2, du froid, du cadmium, de l'oxyne et des antibiotiques. Ensuite, gène numéro 3, chose intéressante, si on raisonne par rapport à, imaginons que l'on veuille traiter un cancer, donc si on fait la similitude, le rapprochement entre l'étude chez la rabette et l'étude éventuelle dans des tissus cancéreux, eh bien, le gène numéro 3 donc s'exprime de manière tout à fait normale, entre guillemets, donc ni trop forte ni trop faiblement, pour tous les facteurs sauf la carence en fer et le froid. Donc là, on voit très bien que ce que je vous disais qui est très intéressant, c'est carence en fer, on retrouve cette carence en fer pour le gène numéro 1 et pour le gène numéro 3. Et pour le gène numéro 3, c'est le froid qui empêche l'expression du gène numéro 3. Donc là, si on fait si on multipliait les facteurs pour étudier les cellules cancéreuses, en fait, là on verrait bien qu'il ne faudrait pas de fer, il faudrait une carence en fer, et qu'il y ait du froid. Autrement dit, il faudrait faire en sorte que la tumeur, par exemple, soit mise dans le froid. Alors là, évidemment, on est dans la rabette, dans le cas de la rabette des dames, mais il faudrait trouver des facteurs similaires qui fassent en sorte que les gènes ne s'expriment pas selon non seulement une condition environnementale, mais selon plusieurs conditions environnementales. Ensuite, si on regarde le gène numéro 4, alors il s'exprime de manière intermédiaire dans toutes les conditions environnementales, sauf lorsque l'on met des antibiotiques, l'expression du gène numéro 4 est très très forte. Donc ça veut dire que le gène est surexprimé lorsqu'il y a des antibiotiques. Ensuite, pour le gène numéro 5, eh bien, l'expression est très forte pour le froid, le cadmium, l'oxyne, les antibiotiques, et pour les trois autres conditions normales, carence en fer et haute teneur en CO2, eh bien, le gène s'exprime de manière tout à fait intermédiaire. Bon, voilà. Donc voilà, hein, c'est très 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 intéressant. Hein, si on veut, par exemple, si on reprend l'exemple de la puce à ADN, eh bien, on mettrait au niveau des puits, au niveau ce que l'on appelle les spots, en fait, enfin, on obtient des spots dans les puits, en fait, spots après traitement, selon des techniques qui permettent de révéler la couleur, en fait. Donc là, on voit bien que si on voulait étudier, par exemple, les gènes 1, 2, 3, 4, 5 chez la rabette, donc on met les séquences, les demi-séquences d'ADN dans les puits, et puis on extrait à partir des cellules de la rabette, donc différentes, ce que l'on appelle le transcriptome, donc tous les ARN messagers. On fait en sorte qu'à partir des transcriptases réverses, on obtienne les demi-brins d'ADN qui vont pouvoir, lorsqu'on les met en contact avec la puce à ADN, eh bien, qui vont pouvoir être en contact avec leurs demi-brins complémentaires et faire en sorte qu'on peut bien repérer, par exemple, les différents gènes, l'expression, enfin, quel gène, on peut voir quel gène s'exprime, en tout cas, en partant du transcriptome, c'est-à-dire de l'ensemble des ARN messagers de la cellule à un moment donné précis de sa vie. Bon, voilà. Hein, donc, je pense qu'on a compris que l'intérêt des puces à ADN, et on voit bien que l'expression génétique est influencée par des facteurs de l'environnement. En prenant l'exemple de la rabette des dames, hein, on a bien montré que certains gènes, selon les conditions environnementales, s'expriment ou non. Bon. Donc l'expression génétique est bien influencée par des conditions environnementales, donc par des facteurs externes à la cellule. Voilà, hein, nous avons démontré. Alors, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur l'expression de l'information génétique et sur l'influence de facteurs internes également. Donc, il y a une vidéo spéciale et cette vidéo en fait sur les facteurs externes. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait le tour du sujet et le cours est terminé.
Merci.